C'est une entreprise qui est spécialiste du livre numérique depuis maintenant 17 ans. Et elle est d'abord libraire de livres numériques sur notre site numiloc.com. Et nous fournissons également des solutions donc, de distribution et de diffusion numérique aux éditeurs. Nous fournissons également des solutions de vente en marque blanche pour les libraires qui leur permettent de vendre des livres numériques, ainsi que des solutions de prêt numérique pour les bibliothèques. Nous travaillons donc avec l'ensemble de la chaîne du livre, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques. Nous réalisons aussi pour les lecteurs des applications de lecture sous les environnements iOS et Android. Ces applications de lecture, depuis quelques mois, sont dans l'environnement iOS compatibles avec le format EPUB 3. Ils vont nous permettre de commencer à expérimenter certaines comment dirais-je, nouvelles publications que les éditeurs, puisque c'est leur responsabilité, voudront bien créer au format EPUB 3. En particulier, on attend des publications de livres enrichis, qui est un des intérêts que peut apporter ce nouveau format. Et nos applications de lecture sont aussi bien dans l'environnement Android que dans l'environnement iOS, adaptées évidemment aussi bien à toutes sortes de textes et de mise en page qu'à la bande dessinée ou au manga. Voilà pour une brève présentation. Compte tenu du fait que nous sommes sur cet ensemble de la chaîne du livre numérique et depuis un bon moment, bien évidemment, nous nous intéressons à la gestion des droits numériques, à cette problématique depuis longtemps. On y est confronté depuis les débuts, puisque de nombreux éditeurs et leurs auteurs ont, avant de se lancer dans le marché du livre numérique, la question de la protection légitime de la propriété intellectuelle. C'est une question qui aujourd'hui dépasse ce point de pure protection, et c'est là que je veux en venir. Je commençais à le dire en introduction tout à l'heure. C'est aujourd'hui une question clé pour notre marché, encore une fois, pour essayer de défendre, de développer, de créer un environnement, un écosystème ouvert, international, qui permette aux lecteurs d'aller vers les différents points de vente sans être enfermés dans ceux qui voudraient faire un oligopole de ce secteur. Donc c'est vraiment une question, je dirais, pour les autres acteurs, cette question-là est une question essentielle, si ce n'est vitale aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai souhaité que nous puissions en parler et communiquer sur ces nouvelles solutions qui sont vraiment clés et sur ces questions de gestion des droits numériques. C'est une question complexe, mais en résumé, j'aime bien penser qu'il y a 4 objectifs majeurs pour ces solutions de gestion des droits numériques. Le premier, c'est évidemment de faire le job, c'est-à-dire d'assurer une protection sérieuse des contenus. C'est pour ça que c'est fait. Il faut bien savoir, juste petit point technique là-dessus, il y a parfois confusion. La question, c'est pas d'avoir un super bon outil de cryptage. Ça, tout le monde l'a, enfin tous les spécialistes l'ont, et à peu près le même, et les algorithmes sont les mêmes, et c'est pas le plus différenciant de la chose. Le plus différenciant de la chose, c'est ce que je vais expliquer après, c'est d'avoir un bon protocole de sécurité qui fait fonctionner ce logiciel de cryptage. Et deuxième point essentiel, d'être capable d'avoir un fournisseur de solutions de gestion de droits numériques qui évolue en réagissant à des éventuelles attaques. Tout à l'heure, Spiros de Sony DADC l'a bien expliqué. Le DRM, ce n'est pas un sujet statique, c'est un sujet en permanence dynamique où il faut faire évoluer. Il faut donc avoir en face de soi une compagnie en laquelle on a confiance pour l'évolution face à d'éventuelles attaques. Le deuxième point, tout à fait essentiel, c'est te permettre un parcours client le plus simple possible, le plus fluide possible. Quelqu'un disait tout à l'heure, effectivement, comme si, de faire en sorte qu'on puisse faire comme si le client oubliait qu'il y avait des protections. Le troisième point, et on oublie le terme Digital Rights Management, ce n'est pas que de la protection, il s'agit, ça a été aussi dit tout à l'heure par certains, de créer des modèles économiques, de créer des opportunités de business sur différents marchés. Juste un point évident, qui est illustré par la présence de James English tout à l'heure, pas de prêt numérique sans gestion de droits numériques. Sinon, je donne le fichier, il n'y a plus de prêt, on ne sait plus quel modèle on a. C'est évident, me semble-t-il. Donc le DRM, même si on veut s'en passer pour le marché grand public, on ne sait pas comment faire en bibliothèque. C'est un exemple, mais il y a d'autres exemples. Et le quatrième point, et là, évidemment, c'est un point absolument essentiel dont je viens déjà de parler, c'est de garantir une très très large interopérabilité. Ça veut dire quoi? C'est aussi bien ce qu'on peut appeler interne qu'externe, c'est-à-dire qu'un même dispositif de lecture, on va dire appareil, application, permettent de lire tous les livres, ou qu'un même livre
puisse se lire sur tous les dispositifs de lecture. Voilà les 4 points essentiels. Et c'est, on va dire, le cahier des charges qu'on essaie de remplir. Par rapport à ce cahier des charges, il faut regarder quelles sont les solutions possibles. Alors, je vais faire un tout petit peu, et puis je vais devenir très concret après, un tout petit peu de théorie, si je puis dire, sur qu'est-ce que ça peut être comme protocole d'authentification, puisque en fait, c'est ça le sujet. Un protocole d'authentification, il y en a plusieurs gammes, et pour être très très général, on va dire qu'il y a une gamme qui repose sur l'idée d'utiliser un mot de passe, on connaît tous ce principe. Un mot de passe, ça va être lié à un contenu, et ça semble très simple. J'ai un mot de passe, j'ouvre. C'est pas si simple que ça n'en a l'air en fait, parce qu'on peut avoir à en gérer d'autant qu'il y a des contenus ou qu'il y a des fournisseurs de mots de passe, premier point. Et deuxième point, est-ce que ça protège vraiment ? Ça vous protège vous-même, mais d'un autre côté, si vous avez envie de le repasser à X, qu'il le repasse à Y, qu'il le repasse à Z, ça ne protège pas celui qui a diffusé initialement contre une rediffusion absolument infinie des contenus. Donc on en pense qu'on en veut, mais ça ne fait pas le job. L'authentification, c'est l'autre solution, c'est la vraie solution, on va dire, pour une solution sérieuse de Digital Rights Management. Ça veut dire qu'on va reconnaître la personne, on va identifier le client. Donc ça requiert un certain protocole, je vais y venir. Ça permet d'accéder à différents contenus et ça permet réellement de contrôler la rediffusion et de créer des modèles économiques. Je donne juste un petit exemple, une petite illustration ici, on est loin du livre, mais imaginez, c'est comment dirais-je, un sujet classique pour utiliser des protocoles de sécurité. Vous devez franchir des portes. Évidemment, on connaît tous les 2 systèmes. Vous pouvez avoir des digicodes, donc vous devez retenir le mot de passe. On a beaucoup de gens aujourd'hui en chat dans leur immeuble. Évidemment, ça fonctionne, mais enfin la difficulté, c'est que d'une part, il faut s'en rappeler, que ce n'est pas le même digicode selon la maison où vous allez, donc il faut se rappeler d'autant de digicode que vous avez d'amis. Et d'autre part, vous pouvez le repasser, le repasser, le repasser. Et par conséquent, c'est pour ça, tous les gens qui ont une maison avec un digicode le savent, que ça change régulièrement. Pourquoi ça change ? Parce qu'au bout d'un moment, on se dit que le mot de passe est dégradé et que tout le monde dans le quartier est là, et donc ça ne sert plus à rien. Donc en fait, on voit bien que c'est un système, à la base, qui est un système très très faible de sécurité. Par contre, dans les endroits vraiment sécurisés, on utilise des authentifications par biométrie, et vous allez mettre par exemple votre empreinte digitale, et là c'est à la fois simple, vous n'avez rien à retenir, ça peut passer toutes les portes, et on est sûr que vous n'allez pas repasser votre doigt avec quelqu'un d'autre, donc ça marche mieux. Donc voilà les 2 principes. Donc on va rester sur cette idée de l'authentification, mais ça ne règle pas tout. La question maintenant, c'est quel type d'authentification ? Alors là, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma technique. Il est à disposition de ceux qui sont plus experts et qui veulent ensuite en discuter et rentrer dedans. C'est simplement pour vous indiquer, effectivement, comme le disait tout à l'heure Spiros et d'autres intervenants, c'est un sujet complexe. Et c'est pour ça qu'il faut des sociétés spécialisées pour mettre en œuvre ce genre de technologie DRM. C'est compliqué. Donc il y a effectivement, là, je fais ce qu'on appelle un diagramme de séquence qui montre tout ce qui se passe entre les différents intervenants. Mais je vais vous simplifier ça, vous allez voir très vite. On suppose qu'il y a un client qui a un libraire, pour faire simple, qui fait fonction aussi de distributeur ou qui est en relation avec un distributeur. Et puis on a un serveur DRM et on a l'application de lecture qu'utilise le client. Une première manière, c'est de dire j'ai un identifiant qui est mon identifiant DRM. On connaît tout ça, c'est le fameux Adobe ID par exemple. Bon, no comment. Ça a un avantage malgré tout, c'est que ça fonctionne pour tous les gens qui utilisent Adobe. C'est pour ça que je l'appelle techniquement universel, donc ça fonctionne sur toutes les librairies. Ça a un gros inconvénient, c'est que ce n'est pas simple, parce qu'il faut se retenir un deuxième identifiant, et tous les gens qui pratiquent ça à différents niveaux savent que ça crée du support client important, de l'insatisfaction, et donc que ça réduit le marché, et donc il faut trouver une meilleure solution. Meilleure solution possible, l'authentification locale. Ce que j'appelle local, ça veut dire le client il a au moins un identifiant qui est celui de son libraire, puisqu'il va se créer un compte pour aller acheter des livres chez son libraire. Très bien. Donc utilisons cet identifiant. C'est vrai que c'est plus simple. C'est ce que propose Adobe avec le fameux Vendor ID, c'est ce que propose depuis longtemps Barnes & Noble aux États-Unis, c'est semble-t-il ce que propose le nouveau système en France qui s'appelle CARE, où c'est lié au compte du marchand. Très bien. C'est beaucoup plus simple parce que l'identifiant, on le rentre qu'une fois, l'identifiant que vous allez rentrer dans votre application, c'est le même que celui que vous avez sur votre librairie. Simplement, ce n'est plus interopérable. Donc, vous voyez, on a appuyé d'un côté de la boîte, mais le couvercle s'est soulevé de l'autre côté.
c'est plus interopérable puisque c'est lié au libraire et qu'il n'y en a pas qu'un. Et donc, vous êtes obligé ou d'être marié avec un seul libraire, on perd toute l'interopérabilité, ou à chaque fois que vous changez de libraire et changez d'application, de rentrer un nouvel identifiant. C'est pas pratique du tout, c'est pas simple du tout, ou alors c'est fermé. C'est d'ailleurs, ça ne gêne pas une entreprise comme Barnes & Noble qui veut créer aussi un écosystème relativement propriétaire. Mais pour notre perspective de système ouvert large, ce n'est pas une bonne solution, c'est pas pratique, c'est fermé. Donc, on cherche une troisième solution. Et cette troisième solution, je pense qu'on l'a trouvée aujourd'hui, pas nous, mais Sony DADC, avec ce qu'ils proposent, avec la solution Sony URMS. Pourquoi? Alors, encore une fois, en restant très simple, sans rentrer dans les technicités de ce diagramme, l'idée est la suivante. C'est très facile à comprendre. En fait, le libraire va authentifier le client pour son compte. Le client délègue son authentification au libraire, si vous voulez. Il y a des protocoles Internet bien connus qu'on appelle de délégation d'authentification. Eh bien, ça remplit un petit peu ce rôle-là. Donc, pour le client, en fait, c'est transparent. On utilise un système qu'on appelle un système de tickets. Et ce système de tickets fait en sorte que, qu'est-ce qui va se passer en fait? Le client va s'identifier chez son libraire, là toujours comme d'habitude. Et ensuite, au moment du téléchargement dans l'application, il va y avoir des échanges de tickets entre le libraire, ou le fournisseur, le prestataire technique du libraire, le distributeur, peu importe, cette zone-là, et le serveur DRM, qui va faire que le client va être reconnu. Et là, on y gagne les deux. Ça y est, on a la simplicité et on a l'interopérabilité à la fois. Et c'est la première fois, en 17 ans que je suis sur ce marché, que je vois une solution pareille. Donc véritablement, c'est, me semble-t-il, la solution vers laquelle il faut aller, parce qu'elle répond finalement aux 4 objectifs que j'avais posés au début. Rappelez-vous les 4 objectifs. Évidemment, ça fait le job, ça remplit sérieusement son objectif de protection. Ça va de soi, une solution très très sérieuse qui existe dans les jeux, dans la vidéo depuis des années, qui est maintenue par une compagnie qui est une experte de ces domaines. Et donc, il n'y a aucun doute sur ce sujet, une solution qui a été sujette à évolution et qui est maintenue d'une manière extrêmement sérieuse. Deuxièmement, c'est ça qu'on cherche, la simplicité. Le one click to read. Vous allez chez un libraire, vous achetez, vous cliquez sur votre lien, vous téléchargez. Pas de compte à rentrer, même pas d'identifiant libraire, rien. Pour un bibliothécaire, pareil. Vous allez sur votre bibliothèque, vous achetez, vous empruntez, vous cliquez, ça se télécharge dans votre application, rien d'autre. Deuxièmement, l'interopérabilité. C'est ouvert à tout le monde qui veut utiliser ce protocole. Il n'y a même pas besoin de référencer les différents libraires. Certains essayent de faire des solutions pour résoudre les problèmes précédents en pré-référençant des listes des libraires dans l'application. Là, il n'y a pas besoin en fait. C'est ouvert à tous les points de vente pour peu qu'ils utilisent cette solution. Il n'y a pas besoin de les pré-référencer avant. Et c'est ce que disait Mike Bowers tout à l'heure quand il parlait d'interopérabilité. Je ne sais pas si ça a été perçu complètement. En fait, vous pouvez garder une même application. Après, il peut y avoir un choix d'application, mais vous pouvez choisir votre application préférée et elle sera compatible avec tous vos libraires. C'est ça qui compte. Et là, ça marche comme ça. Et le dernier point, ce sont les modèles économiques diversifiés. Et oui, il y a eu des exemples donnés. Vous pouvez enfin choisir librement, enfin l'éditeur, parce que c'est à l'éditeur de le définir, choisit librement le nombre d'appareils autorisés sur lesquels on va pouvoir télécharger. Certains seront angoissés peut-être et diront « moi je veux qu'un appareil passe 6 comme le dit Adobe ». Et puis certains diront « bon, DRM symboliquement, mais allez-y, vous pouvez télécharger sur 1000 appareils ». Peu importe, c'est l'éditeur qui choisit. Vous pouvez imaginer 2 autres modèles intéressants, encore une fois sous le contrôle des éditeurs bien entendu. Le modèle de prêt entre usagers, le vrai prêt. Je le prête mon livre comme un livre physique à une autre personne, je ne l'ai plus moi-même. Le vrai prêt interindividuel. Ça, c'est un nouveau modèle. Le dernier modèle que je citais, mais il y en a plein d'autres parce qu'il y a une vraie flexibilité, c'est un modèle d'abonnement reconductible et révocable en bibliothèque, comme on le disait. Pas besoin de retélécharger le livre. Le livre reste tant que la bibliothèque reconduit l'abonnement. Ça aussi, c'est un tout nouveau modèle à proposer aux bibliothèques, selon d'ailleurs à tout type de bibliothèque, selon les types de contenus. Donc pour conclure, et je m'arrêterai là, je dirais que ce qui, nous, Numilog, nous a intéressés dans la solution Sony URMS et dans laquelle nous nous engageons résolument dans les mois qui viennent, c'est qu'elle a véritablement, elle remplit encore une fois les 4 objectifs qu'on peut fixer, elle répond aux défis majeurs qu'on a à relever face au système fermé. On a en face de nous un fournisseur de DRM qui est une société qui est neutre sur la chaîne du livre, ce qui compte, ce n'est pas un de nos concurrents, ils ne vendent pas des livres aussi, c'est un acteur neutre, donc on peut tranquillement travailler avec eux, et qui est un acteur encore une fois sérieux, qui va maintenir la solution.
Point essentiel, c'est une solution qui est ouverte à tous les formats. C'est-à-dire qu'évidemment, elle est à base aussi de Medium, et donc elle est compatible avec l'EPUB 3, avec l'EPUB 2 aussi, si on veut le garder, mais enfin avec tous les formats EPUB, mais aussi avec le PDF. Donc elle peut vraiment être universelle. Une solution aujourd'hui, comme LCP par exemple, qui ne serait pas compatible avec le PDF, condamne à garder Adobe. Je pèse mes mots. Il y a 40% aujourd'hui de contenus qui sont des fichiers au format Adobe. D'autres éditeurs présents dans la salle peuvent en témoigner. Par conséquent, si vous prenez une solution pure EPUB 3, vous êtes condamné à garder la solution Adobe. C'est évident. Sony nous permet d'avoir l'idée d'un remplacement vraiment complet de cette solution. Et dernière chose, c'est une solution qui est capable de susciter un écosystème mondial. Bon, les intervenants de tout à l'heure en témoignent. On voit qu'il y a un mouvement très très fort qui démarre aux États-Unis de sociétés diverses, importantes sur le sujet, de bibliothèques également, etc. Il nous faut créer un écosystème international. Ici, nous sommes des Français et des Canadiens, et une société, je ne vais pas parler pour toi, mais qui est aussi implanté dans d'autres pays en Europe, tu nous diras mieux que moi. Et donc, il est important que cette interopérabilité soit internationale et qu'elle permette de susciter aussi à la fois de la création d'applications et la création d'appareils. Et je conclus en vous donnant une information sur le fait que nous avons donc la première liseuse disponible, compatible avec la solution Sony URMS, qui est une liseuse InBook, créée par la société polonaise dont les représentants sont ici dans la salle, que je salue, Artatech. Et cette liseuse que j'ai ici en main et que je suis prêt à vous montrer évidemment tout à l'heure, est le premier exemple donc, de liseuse qui permet de lire des e-books avec à l'intérieur la DRM Sony URMS. Ça marche très bien et sa commercialisation est prévue pour les prochains mois. Donc on a tout ce qu'il faut pour avoir un écosystème complet. Merci.